Hello à tout le monde. Il y en avait qui étaient encore en salle d'attente. Donc voilà, ça tombe bien finalement. J'espère que tout le monde est là maintenant. Tac. Est-ce que tout le monde voit bien ma petite tête en bas sur le fond avec les diapos? Ouais, super. Génial. Alors, c'est bon. Hop. Du coup, je vais me présenter très rapidement et je vais vous dire rapidement aussi pourquoi je vous parle des émotions et du stress aujourd'hui. Donc, moi, je m'appelle Mathilde, donc ça fait 1 an que je suis dans le cercle des créateurs. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions et surtout depuis que je suis maman et tout. Donc, j'ai commencé et aussi à gérer les émotions de mes enfants. Donc, j'ai commencé à chercher un petit peu des tips, des choses pour comprendre d'où ça venait les émotions, que faire avec ces émotions, à quoi ça sert, etc. Et donc, j'ai vraiment cherché pas mal de réponses. Et donc, tout ce que je vais vous transmettre ici, c'est vraiment ce que j'ai découvert au fur et à mesure de mes pérégrinations autour des émotions. Donc, c'est vraiment, mon intention pour cette présentation, c'est de vous transmettre du coup ce que j'ai appris, ce que je retiens sur comment gérer ses émotions et son stress au quotidien. Euh, Sachant que c'est aussi ma vérité, c'est ce que j'ai pu piocher parmi des éléments, des documents, etc. C'est aussi mon expérience. Donc, du coup, c'est un mix de ma vérité. Donc, ce que je souhaite vraiment pour vous, à travers cette présentation, c'est que vous gardiez évidemment des choses qui vous parlent et celles qui ne résonnent pas en vous, bah, c'est pas grave, c'est totalement OK, donc juste vous les prenez pas. Celles qui résonnent en vous, bah, génial, prenez-les, gardez-les. Et surtout, j'ai souhaité que cette présentation, elle soit très pratique. Donc, je vous donne des éléments, des clés de compréhension, parce que pour moi, c'est hyper important de mettre du sens à ce qu'on vit. Voilà, moi, j'ai besoin de comprendre, etc. Donc, il va y avoir une partie un peu plus théorique, mais en fait, je vais aussi vous fournir beaucoup d'exercices. Et je pensais qu'on aurait le temps d'en faire quelques-uns ensemble, mais je ne suis pas sûre vu le timing. Donc, comme j'ai prévu pas mal de choses à vous dire. Mais du coup, comme la présentation, bah, vous allez la voir, vous pourrez garder les exercices qui vous parlent, les effectuer chez vous. Et en fait, je vous recommande vivement de pratiquer. Voilà. Pour moi, il n'y a que l'expérience qui permet de comprendre ce qui est écrit. Et si ça reste que au niveau mental et vous avez compris dans votre cerveau comment ça fonctionne, mais que derrière, à chaque fois qu'il y a une émotion qui se présente, vous n'appliquez pas certains exercices ou certains conseils, en fait, ça va rester de l'ordre mental et c'est très dommage, puisque tous ces petits tips, c'est vraiment fait pour être utilisé. Voilà, voilà. Alors, comment je vais... Donc, je vous ai préparé du coup au menu une introduction du coup aux émotions et au stress. Qu'est-ce que c'est que les émotions? Qu'est-ce que c'est que le stress? Comment? Voilà. Ensuite, du coup, des outils pratiques qui, moi, personnellement, m'aident au quotidien pour les gérer concrètement. Sachant que parfois, je n'y arrive pas. Parfois, j'y arrive et je suis super contente. Et voilà, ça dépend tellement c'est tellement multifactoriel que voilà, on est tous en chemin là-dessus. Donc voilà, c'est des petits outils. Prenez ceux, encore une fois, qui vous parleront. Et après, à la fin, voilà, si vous avez des questions, on essaiera de prendre le temps. Je vais checker bien le timing. Alors, voilà. Ce qui est important, enfin moi en tout cas, quand j'ai découvert ça, ça m'a vraiment changé la vie. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de cette vision qui est une vision holistique de l'être humain. Donc une vision vraiment globale avec le corps physique où en fait on a notre corps, mais pas que, on a autour de nous plein de corps qui sont invisibles, qu'on dit subtils. Et en fait, plus on va dire, s'éloignent de notre corps, mais ce n'est pas vraiment exactement ça, mais plus ils vont être de plus en plus subtils, donc de plus en plus impalpables. Voilà. Donc, ces corps s'influencent mutuellement. Et donc, chacun doit être nourri correctement pour que nous, en tant qu'êtres humains, on se sente épanouis et alignés. Donc, ça veut dire que notre corps physique, s'il est en bonne santé, sain et plein de vitalité, c'est que globalement, au-dessus de nous, les corps subtils
sont aussi plutôt en accord avec notre être à l'instant T. Voilà. Sachant du coup que le corps physique, c'est la matière, c'est le plus dense, c'est ce que l'on voit avec nos yeux. Après, le reste, c'est ce qu'on sait qui existe, mais qui est de plus en plus subtil. Donc, il va y avoir le corps vital juste au-dessus de notre corps. Et donc, sachant que tous les corps subtils, c'est ce qui forme l'aura. Hein. Voilà, donc l'aura, en gros, quand on parle d'aura, c'est le mix de tous ces corps-là. Donc, il y a le corps vital ou éthérique qui est en fait l'énergie, donc votre énergie vitale, ce qui fait que vous vous levez le matin, en fait, voilà, c'est vraiment votre corps en mouvement, et aussi le souffle de vie, votre respiration. Voilà. Et donc, quand l'énergie circule bien dans votre corps, vous vous sentez plein de vitalité, vous vous sentez voilà, dynamique, vous vous sentez bien respirer, l'air circule bien aussi dans le corps. Et en fait, par exemple, si le corps physique présente des maux, donc vous avez mal quelque part, etc., ça peut, en général, c'est que l'énergie ne circule pas bien à cet endroit, par exemple. Voilà. Ensuite, nous avons le corps astral qui correspond à notre sujet du jour, mais je pensais que c'était important de le mettre dans le contexte global. Ce sont les émotions. Donc, puisque nous ressentons tous des émotions, mais nous ne les voyons pas, je trouve que c'est assez parlant de se dire qu'il y a effectivement un corps qui contient nos émotions. Voilà. Ensuite, il y a le corps mental qui contient nos pensées. Et pareil, en fait, les pensées ne se voient pas. Et pourtant, on voit un corps comme ça. Et pourtant, on sait bien que ce corps qui est en train de marcher dans la rue, qui appartient à quelqu'un, il est continuellement en train de penser. Voilà. Et parfois, on aimerait bien que ça s'arrête. Et malgré tout, ça ne s'arrête pas. Donc, je vais revenir plus en détail un petit peu après comment ils fonctionnent ensemble. Mais donc ensuite, il y a le corps causal et ça, ce sont vos mémoires. Donc, c'est toutes vos mémoires de 0 à aujourd'hui que vous portez en vous. Et ensuite, il y a donc ça jusqu'aux pensées. Tout le développement personnel, donc vous pouvez peut-être connaître avec les affirmations positives, les pensées positives, etc. Tout ça, c'est le développement personnel. Après, effectivement, les mémoires, les corps spirituels et divins, on va parler plus de spiritualité, de développement spirituel. Voilà. C'est pour ça que moi, j'ai voulu vous en parler parce que moi, ça me parle énormément, cette partie-là. Et c'est vraiment ça qui m'anime, en fait, qui m'aide à accepter les émotions, justement, même le corps physique, etc., et à devenir plus résiliente au quotidien, c'est d'avoir cette connexion avec les corps spirituels et divins. Donc, dans le corps spirituel, vous allez trouver, et ça vous intéresse en tant que créateur, en fait, c'est l'inspiration, l'intuition et la créativité. C'est vraiment le monde des idées, les corps spirituels. Donc, c'est vraiment comment y accéder quand on a trop de pensées, vous voyez? Quand il y a trop d'émotions, quand on a trop de pensées et quand on est alourdi par des mémoires, des rancœurs, etc., on a plus de mal à être créatif. C'est normal parce qu'en fait, le champ est comme un peu brouillé jusqu'à ce corps-là. Et le corps divin, c'est le corps de l'union, de l'unité. Donc, on atteint souvent plutôt en méditation, quand on a fait vraiment le vide et qu'on est parfaitement aligné à l'écoute, voilà, en ouverture de cœur. Donc, on va être vraiment dans l'union et l'unité. Et j'ai écouté récemment un podcast qui parle de nos deux hémisphères du cerveau. Donc, il y a l'hémisphère gauche qui va être celui de la rationalité, etc., de la réflexion et tout, et l'hémisphère droit qui va être en fait le siège de la créativité et aussi de l'union et de l'unité, en fait. Si on n'avait que l'hémisphère droit dans notre cerveau, donc on ne saurait plus comment on s'appelle, on ne saurait plus le nom de ce qu'on voit autour de nous, on ne saurait plus où est-ce qu'on est, etc. Mais en revanche, si on croise quelqu'un d'autre dans la rue, on a l'impression que c'est nous-mêmes. En gros, l'hémisphère droit, il ne voit aucune séparation entre tout ce qui l'entoure. Et du coup, c'est grâce à ce corps divin, en fait, qui crée l'union et l'unité. Voilà. Donc, en gros, c'est vraiment très important pour moi de connaître l'existence de ces différents corps pour pouvoir comprendre comment ils communiquent entre eux, en fait. Voilà. Et maintenant, vous saurez que quand vous manquez de créativité, que vous avez le syndrome de la page blanche,
ça va être important soit de vider un peu ses mémoires, de faire la paix, de sortir un peu, voilà, de faire le vide dans ses mémoires, de faire le vide dans ses pensées, même si c'est plus compliqué, mais du coup, de voir juste qu'il y a ces pensées-là sans s'identifier à ce corps mental. Et c'est la même chose avec les émotions, en fait. Voilà, on va les voir arriver et les accepter, mais bon, ça, on va voir plus en détail. Et voilà, en fait, chaque corps, voilà, le corps physique a besoin d'être nourri correctement, bio, en fonction de nous-mêmes, de nos besoins, etc. Et les autres aussi, en fait, voilà, en fonction de qui on est et de ce qui nous convient. Donc voilà. Ce que je voulais rentrer un petit peu plus en détail par rapport au rôle de notre ego, qui est du coup la condensation de tous ces corps-là, en fait. C'est que là, je vous ai mis des petites poupées russes pour vous montrer que, en fait, aujourd'hui, vous qui vous tenez là et moi aussi, en fait, il y a aussi moi à 1 an, moi à 2 ans, moi à 3 ans, qui est là. En fait, on ne peut pas le. Voilà, notre histoire, nos mémoires sont présentes en nous. Et ça, on ne peut pas l'enlever. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer ici. Et en fait, depuis qu'on est dans la matière avec ce corps, notre ego, il est responsable de notre survie. Et en fait, il est né grâce à partir du premier homme, le Cro-Magnon, et donc la survie était méga importante pour lui. Et en fait, aujourd'hui, on a de moins en moins besoin en fait de la survie matérielle, puisque on ne va pas se faire écraser par un dinosaure ou quoi que ce soit, mais en fait, l'ego a gardé encore cet instinct de survie un peu animal. Et donc, notamment quand on est enfant, on a cet instinct de survie assez fort, puisqu'on se sent quand même assez euh, vulnérable quand on est enfant. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé dans la rue de marcher sur les genoux, enfin de vous mettre à genoux et de regarder comment en fait, les enfants voient le monde, mais en fait, c'est hyper anxiogène, quoi. Les voitures, elles sont immenses, les chiens, ils font leur taille, enfin, voilà. Donc forcément, nous, en tant qu'enfants aussi, on a développé des réponses par rapport à des stress, des émotions. Il y a notre ego qui s'est mis en alerte par rapport à des situations qui aujourd'hui, en tant qu'adultes, nous paraissent complètement banales et totalement, on sent en sécurité. Et pourtant, nous, on a enregistré, enfin notre ego a enregistré que face à cette situation, voilà comment réagir, voilà, pour se sentir en sécurité, voilà. Et en fait, tout ça, ça va constituer votre inconscient. Voilà, tout ce que l'ego a enregistré quand vous étiez enfant, ça constitue aujourd'hui votre inconscient, donc votre ego. Et ça représente 90% en fait de nos peurs, de nos émotions, etc. Donc, c'est hyper important de le savoir qu'en fait, on est très conditionné par notre inconscient majorité. Et que nous, ce qu'on croit être, c'est simplement 10%. C'est comme vraiment la pointe de l'iceberg, en fait. Donc, c'est pour ça, ce qui est très important, c'est de prendre conscience de plus en plus de ces émotions, de ces pensées, de ces réactions, qui sont généralement issues justement de ces réactions quand on était enfant et qui n'ont plus forcément lieu d'être. Et en fait, on a tous ces mécanismes-là. C'est pour ça qu'on est tous pareils, en fait. On a tous mis en place des stratégies voilà, quand on était enfant. Et je trouve que cette image de poupée russe est assez parlante par rapport à ces mécanismes de survie, en fait, qu'on a mis en place. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour l'ego. Je vais avancer un petit peu. Notez vos questions ou dites-moi si vous en avez un. Donc là, j'ai tiré de l'apprenti girafe. Je ne sais pas si vous suivez ce compte sur Instagram, mais je trouve qu'il est vraiment super bien fait à chaque fois. Ok, super, merci Lucie. Et donc, voilà, je vous invite vraiment à le suivre si le sujet des émotions vous intéresse, parce qu'elle traite vraiment de pas mal de choses et j'aime bien ce. Donc, du coup, qu'est-ce qu'une émotion? Donc, je vous ai mis un petit peu ce qu'elle a écrit, qui reprend un petit peu des éléments que je vous ai expliqués avant. Mais donc, une émotion, ça va être une réaction physiologique instinctive. Voilà. Et donc, bien souvent, voilà, elle signale que vous avez perçu un changement de situation et donc va préparer votre corps à, voilà, par exemple, vous voyez un tigre devant vous, et ben, vous avez plusieurs choses qui se déclenchent en vous et voilà, soit vous allez détaler, soit vous allez vous figer, soit, voilà, plusieurs réactions sont possibles.
Donc là, elle ne met pas un tigre, mais elle met une araignée. Effectivement, il peut arriver qu'on ait aussi peur devant une araignée. Et donc, c'est effectivement lié à notre perception de la réalité. Et donc, notre perception est très personnelle, en fait, parce que devant une araignée, quelqu'un peut avoir peur et quelqu'un peut rigoler. Donc, c'est vraiment, en fait, la perception de la réalité qui va être interprétée, nous, par rapport à ce qu'on a vécu enfant, par rapport à notre façon d'être, de vivre, etc. Et donc, ça va générer l'émotion. Et après, donc voilà, donc c'est vraiment via le fil de vos croyances, de votre vécu, de votre expérience, etc., que vous allez réagir de telle ou telle manière. Et donc, ça va déclencher cette émotion qui est parfaitement naturelle. Donc, je tiens à préciser qu'avoir une émotion, c'est parfaitement, enfin, je veux dire, ça fait partie de la vie humaine, en fait. Donc, voilà, on a ce corps émotionnel autour de nous. Donc, voilà, c'est vraiment, c'est ni bien ni mal, en fait, c'est pas ni positif ni négatif. Ça vient nous donner un message, un signal qu'il y a quelque chose. Voilà. Donc, on va voir ça juste après. Mais donc, en gros, on ne peut pas vraiment contrôler l'arrivée de l'émotion. En revanche, on est responsable de ce qu'on va en faire. Voilà. C'était ça que je trouvais intéressant dans ce, dans ce qu'elle décrivait aussi, c'est vraiment ce côté responsabilité de son émotion. On se rend compte qu'elle est très personnelle. Donc là, on prend l'exemple de l'araignée et voilà, et c'est clair. Mais en fait, quand il y a quelqu'un en face de vous où vous ne pouvez pas le voir et qui déclenche en vous une énorme colère, c'est parfois un petit peu plus compliqué de se dire ah, mais en fait, c'est mon émotion, c'est personnel, c'est moi qui suis responsable de mon émotion. Et c'est pourtant la même chose qu'avec l'araignée. Désolée de vous le dire. Puisqu'en fait, l'autre joue un peu comme un rôle de miroir. Et donc, vous voyez quelque chose chez cette personne que vous percevez, vous, avec votre propre perception, vous l'interprétez, ça déclenche en vous une émotion. Mais en fait, cette personne en face de vous y est pour rien. Et ça, c'est vraiment clé pour la suite de tous les exercices, etc. C'est vraiment accepter sa responsabilité dans l'émotion qu'on ressent et du coup de ce qu'on va en faire. Voilà, j'espère que c'est clair. Et là, on va rentrer un petit peu plus profondément dans les rôles des émotions parce que du coup, voilà, les émotions sont naturelles et elles sont merveilleuses en fait. Elles sont parfois désagréables et c'est clair et on aimerait bien parfois s'en passer, mais en fait, elles sont toujours là. Pour moi, c'est vraiment des messages d'amour de ton ego, enfin de notre ego, qui nous invitent à écouter et à prendre soin de nos besoins. Mais en fait, comme déjà on ne savait pas qu'on avait ce corps émotionnel, bien souvent on croit qu'on est cette émotion, qu'on est la colère, qu'on est la tristesse, etc., alors que c'est simplement un ressenti qui nous traverse via le corps émotionnel. Ok. Donc déjà, ne pas s'identifier. Voilà la pyramide de Maslow. Voilà. Alors moi, je préfère la mettre en cercle parce que en fait, il n'y a pas, pour moi, de priorisation, en fait. Ils sont tous importants. Voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai mise en rond. Et donc, en fait, une émotion, elle va arriver quand l'un de nos besoins n'est pas comblé. Et en fait, cette pyramide, évidemment, on l'a vu en marketing, on l'a vu, etc., revu et revu, mais en fait, on ne l'a pas vu vraiment dans son contexte personnel. Enfin, vraiment comprendre en fait que, enfin, disons qu'on n'a pas vraiment appris à déceler dans notre quotidien nos besoins. Voilà. Quand on était petit, nos parents ne savaient pas forcément qu'on vivait une émotion parce qu'il y avait un de nos besoins qui n'était pas comblé. Et donc, on a grandi un petit peu dans cette ignorance de bah, en fait, j'ai besoin de quoi. Et quand tu es petit, tu ne sais pas vraiment bien t'exprimer. Alors, on a l'impression que les enfants, ils vont savoir dire attends, j'ai faim. Pardon, il y a des gens en salle d'attente. Je n'arrive plus. Et en fait, non, pas du tout. Enfin, moi, j'ai des enfants en bas âge et en fait, bah, quand ils ont faim, ils vont se mettre à pleurer ou à se rouler en boule par terre parce qu'en fait, dans leur corps, c'est désagréable et donc ça génère une émotion. Et donc, vite, vite, maintenant, j'ai compris que certaines fois, c'est lié à ça. Et donc, voilà, manger un biscuit, ça va calmer l'émotion.
Donc, l'émotion arrive quand l'un de nos besoins n'est pas comblé. C'est vraiment le truc de base qu'on n'a pas appris. Et donc, il y a tous ces besoins-là que nous avons ici sur le côté. Et dans mes pérégrinations, j'ai compris aussi une chose, c'est que parfois, on attendait que ça soit l'extérieur qui comble nos besoins, que ce soit notre conjoint, nos amis, nos parents, etc. Parce qu'effectivement, en tant qu'enfant, nos parents vont répondre à de nombreux besoins, notamment physiologiques, d'amour, de sécurité, etc. Et en fait, aujourd'hui, moi, par exemple, j'essaye d'apprendre à mes enfants d'être de plus en plus autonomes sur leurs besoins de valorisation, de reconnaissance, d'acceptation. Par exemple, quand ma fille, elle vient me voir en me disant « Regarde mon dessin, est-ce que tu le trouves beau ?» Évidemment, on a envie de lui dire « Mais attends, il est magnifique, ton... Waouh, je suis tellement fière de toi, évidemment. » Et en même temps, j'ai aussi envie qu'elle sache d'elle-même, qu'elle sente à l'intérieur d'elle-même si elle est fière d'elle-même, en fait, parce que c'est ça qui va compter finalement le plus. C'est qu'elle puisse se dire elle-même, je suis fière de mon dessin. Et vous qui êtes des créateurs, enfin, vous devez ressentir ça. Parfois, on n'ose pas montrer nos créations parce qu'on n'est pas sûr de nous, en fait. Et qu'on va se laisser potentiellement affecter par la vie extérieure. Donc, attendre que l'extérieur comble nos besoins, c'est prendre le risque d'être déçu et blessé à nouveau et d'être appuyé sur une blessure que l'on a. Donc, c'est important de bien comprendre ces besoins-là. Donc, je vais vous les détailler, enfin, les expliquer un petit peu, même si je pense que c'est clair pour chacun. Mais donc, physiologique, c'est effectivement prendre soin de son corps, voilà, avoir de quoi manger et boire, et voilà, tout ce qui est lié au corps, avoir un toit au-dessus de sa tête, etc. La sécurité, c'est hyper important. Par exemple, souvent, on va se dire, bah oui, normal, enfin, moi, j'ai un toit au-dessus de ma tête et tout, donc tout va bien, je me sens en sécurité. Et ça va rejaillir, par exemple, par rapport à l'argent. On va se sentir pas en insécurité parce qu'on est au chômage ou parce qu'on ne gagne pas assez d'argent, etc. Voilà. Donc finalement, c'est vraiment des besoins qu'on a ressenti enfant à certains moments et qu'en fait, on peut ressentir à nouveau adulte et toujours trouver parfois la source d'où vient ce manque, enfin, ce besoin non comblé dans notre enfance nous aide à le combler en tant qu'adulte. Voilà. C'est parfois pas le cas, hein. Parfois, on n'a pas besoin d'aller trouver la source, etc. Parfois, ça suffit d'en prendre conscience et de switcher, mais voilà, moi, en tout cas, personnellement, parfois de comprendre d'où ça venait, ça m'a aidé. Donc là, le besoin de valorisation, donc de se sentir valorisé, voilà, de célébrer ses victoires, même ses mini-victoires, ce que permet justement Kylian grâce au cercle, là, de célébrer le moins de petites choses qu'on peut faire, c'est hyper important pour se sentir valorisé, avoir de l'estime pour nous-mêmes et sentir qu'on a toute notre place sur la planète et qu'on est unique et que chaque chose que l'on fait, c'est important pour le monde. Besoin de reconnaissance, en fait, souvent celui-là, on peut dire, bah oui, évidemment que j'attends que les autres me reconnaissent, c'est grâce à ça que, voilà. Et en fait, si d'abord on ne se reconnaît pas nous-mêmes comme une bonne entrepreneur, comme une bonne mère, comme juste une femme exceptionnelle ou un homme exceptionnel sur cette planète, en fait, les autres, voilà, même si ils reconnaissent ça en nous, c'est pas forcément sûr que nous, on l'accepte et qu'on l'accueille. Voilà. Donc, c'est vraiment tout un art et c'est vraiment un cheminement, hein. Donc, je vous dis ça, voilà, ça prend du temps d'y arriver, etc., hein. Lucie, j'aime bien tes commentaires. Je pense que tout le monde a beaucoup de travail à faire pour combler tous ces besoins qui souvent n'ont pas été comblés dans notre enfance, qu'on rejoue en tant qu'adulte. Donc, ça prend toute une vie, mais voilà, il faut le voir un peu comme un jeu, hein. C'est pas une fatalité. Moi, j'aime bien voir ça de façon légère et drôle parce que sinon, franchement, on est vite assez plombé. Donc, il y a les besoins d'acceptation, donc de s'accepter soi, d'accepter les autres, d'accepter sa vie, d'accepter qui on est, d'accepter, voilà, hyper important. Et évidemment, le besoin d'amour qui est universel. Je pense même que c'est le besoin primordial, en fait, de tout être humain.
Dans la vision un peu spirituelle, on est des êtres du coup de lumière venus s'incarner dans la chair pour ressentir l'amour. Voilà, j'aime bien cette vision parce que ça confronte un peu la peur d'un côté, donc l'ego qui a peur, qui voilà, a besoin d'être reconnu, etc., machin et tout. Et en fait, si tu es rempli d'amour, en fait, tout est beau, tout est incroyable et voilà, tu n'as plus de besoin non comblé, entre guillemets. Donc, voilà, l'amour, pour moi, c'est vraiment l'un des besoins que parfois on néglige parce qu'on se dit, bah ouais, on a été aimé quand on était enfant, etc. Je vois pas trop, machin et tout. Mais en fait, en tant qu'enfant, il y a plein de fois où on s'est senti mal aimé. Voilà. On s'est senti aimé. En fait, un enfant, il veut vraiment être aimé de ses parents. En fait, moi, c'est en comprenant le fonctionnement de mes enfants que j'ai compris comment moi, je fonctionnais enfant et du coup, comment je fonctionnais en tant qu'adulte encore aujourd'hui, sur pas mal de points. Donc, c'est pour ça que je fais pas mal d'allers-retours avec les enfants parce que ça me paraît assez compréhensible aussi de cette façon. Mais donc, quand on est un enfant, on n'a qu'une seule envie, c'est que nos parents ils soient contents. Et du coup, on va vraiment se mettre au service d'eux. On va faire un joli dessin pour qu'ils soient contents, etc. On va leur rendre service et tout. Et voilà, vraiment, notre but premier quand on est enfant, c'est vraiment que nos parents ils soient contents. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose que du coup, on a mis en place pour se faire aimer, en fait, en quelque sorte. Donc, voilà, du coup, parfois, on va mettre en place, encore aujourd'hui en tant qu'adulte, plein de choses. On va dire des choses qu'on ne pense pas forcément, mais pour se faire aimer, on va voilà, agir de cette façon, alors que ça nous prend beaucoup d'énergie pour se faire aimer. Voilà. Donc, c'est pour ça que pour moi, ce besoin-là est assez important de se le combler soi-même. Bon, assez parlé de besoins, continuons. Donc, je vous ai mis un exercice là pour cerner et répondre à ces besoins. Donc, il y a d'abord la question à quel pourcentage mes besoins sont-ils comblés aujourd'hui? Donc, voilà, vous pouvez répondre. Ce n'est pas forcément mes réponses là qui est indiquées, mais c'est juste des petites coches pour noter, voilà, pour l'exercice. Qui est-ce qui va remplir principalement ces besoins pour moi? Est-ce que je parviens à combler ces besoins à plus de 50% par moi-même? Sinon, pour moi, pourquoi? Qu'est-ce qui m'en empêche? Est-ce que j'ai des croyances inconscientes qui m'empêchent de répondre par moi-même à ces besoins? Et ensuite, vous avez des questions liées vraiment à chacun des besoins. Donc, soit prenez une photo maintenant si vous voulez, si vous êtes super motivé, que vous voulez le faire maintenant, mais sinon, je transmettrai cette présentation pour que vous puissiez le récupérer. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non? OK. Dites-moi si vous avez envie que je revienne sur un point en particulier. C'est bon? Ouais, je vous transmettrai la presse. Donc, je ne vous ai pas parlé de... Attends, est-ce que j'en parle après? Ouais, non. Donc, en fait, je vais juste revenir un tout petit peu à ici, parce que, en fait, bien souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a l'émotion et après, on agit. Mais ce n'est pas vraiment qu'on agit, c'est plutôt qu'on va réagir. Alors, soit le mec en face de nous, il nous insulte, donc du coup, on va lui répondre pareil en insultant, en lui hurlant dessus, etc. Soit, pareil, voilà, je ne sais plus, une d'entre vous avait mis que ses enfants laissaient traîner tout le temps leurs affaires partout et que ça la faisait disjoncter de voir toutes ces affaires et tout. Donc, en fait, voilà, un point super important, du coup, c'est vraiment cette action. Que faire quand on ressent cette émotion très fort et que là, on la sent qui arrive et qui est prête à vraiment sortir, soit par un cri, un hurlement, machin et tout, voilà. Et donc, ça, c'est vraiment très important je le répète, vous êtes vraiment responsable de ce que vous allez faire une fois que vous avez ressenti votre émotion. Donc, il y a plusieurs étapes déjà, c'est d'identifier votre émotion. Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est de la tristesse, etc. Et ensuite de trouver vos astuces pour la laisser passer. Surtout le premier jet, en fait. Moi, par exemple, la colère,
elle arrive souvent très fortement. Et c'est souvent quand j'ai, par exemple, au niveau des besoins, je n'ai pas fixé assez clairement mes limites. Donc, en fait, j'ai dit oui, j'ai dit oui, j'ai dit oui, j'ai dit oui. Et en fait, là, j'ai plus aucun espace. Donc, là, je vais exploser. Donc, je sens que je vais exploser. Et comme je sais que ce n'est pas de la faute des enfants, mais plutôt, parce que bon, c'est souvent quand même avec eux que j'ai voulu leur dire oui, etc. Du coup, je ne veux pas les rendre responsables de mon émotion, puisqu'on a compris que les autres ne sont pas responsables de cette émotion, c'est moi qui vis cette émotion. Donc, trouver des astuces pour vivre cette émotion sans la projeter sur quelqu'un. Très important. Et en fait, ça vaut aussi pour l'autre. Donc, par exemple, si vous voyez quelqu'un qui est très énervé ou qui est triste parce que vous venez de lui dire ou par quelque chose que vous avez fait, en fait, il est responsable de son émotion aussi. Et moi, personnellement, ça m'a déchargé d'un poids immense de savoir ça. Si moi, je suis responsable de mon émotion, l'autre est responsable aussi de son émotion. S'il est énervé par ce que je dis, bah, j'en suis vraiment là, désolée quelque part. Et en même temps, à lui de regarder pourquoi il vit cette émotion-là par rapport à ce que je suis en train de dire. Évidemment, si mon intention n'était pas de l'énerver. Bon. Donc, du coup, et bien souvent, en plus, on joue comme ça aux émotions, on se les refile entre êtres humains, quoi. Genre, c'est, attends, je suis vénère, tiens, attends, je vais appeler ma copine pour lui dire, ah là là, tu sais pas quoi, ce qui s'est passé, j'ai bien vidé mon sac. Et du coup, elle se refile la charge de colère, quoi. Donc, bon. Du coup, c'est assez important de comprendre ce côté responsabilité, parce que vous allez voir que si vous prenez votre responsabilité, que vous entendez du coup votre pote critiquer son boss, etc., vous serez à même de lui dire, mais du coup, qu'est-ce que tu vas faire, toi, concrètement, par rapport à cette émotion? J'aurais bien aimé qu'on me le dise à plein de reprises avec mon boss. Mais bon, bref. Donc, du coup, tout ça pour vous dire que l'action derrière va être importante et il y a plusieurs astuces. Donc, je vous en donne quelques-unes après. Mais je voulais vous donner mon exemple, donc avec la colère. Je m'isole, en fait. Quand je sens qu'elle arrive, je m'isole et moi, j'ai vraiment besoin qu'elle sorte. Et donc, je vais, par exemple, décharger dans un coussin, crier dans un coussin, taper un coussin, etc. Voilà. Alors, parfois, mes enfants, ils sont à côté. Et en fait, ils sont à côté, ils me voient faire, ils ont l'impression que je suis en train de faire une pièce de théâtre, quoi. Et donc, du coup, ils se mettent à rigoler. Et en fait, du coup, je capte ce que je suis en train de faire. Et en fait, je me mets à rigoler aussi parce que… Et donc, c'est ça la magie, c'est qu'une fois que l'émotion, vous la laissez vraiment, que vous ne la retenez pas, en fait. Parce que plus on la retient, plus on la garde en nous, plus elle va grossir, elle va rester, et ça va devenir vraiment impossible, et voire même, elle va nous créer des maux physiques, puisque vous avez compris que ça influence sur le corps énergétique, donc on ne va plus avoir trop d'énergie, et on va être en tension, très stressé, et ensuite malade. Donc, très important, quand vous ressentez l'émotion, de la laisser passer. Et en fait, plus vite vous arriverez à la laisser passer sans la juger, sans dire « Oh non, 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 attends, pas une colère, là, pas encore, hein, non, non, c'est bon », en fait, plus vous allez voir que vous allez pouvoir en rigoler 2 secondes après. Ouais, pourquoi j'étais en colère? Non, c'est bon, allez, tout va bien. Parfois, elle reste plus longtemps, hein, voilà. Et donc là, je vais vous donner d'autres petites astuces. Donc, du coup, une chose qui est importante aussi dans la gestion de son émotion, c'est de savoir l'exprimer. Donc là, je vais vous donner un outil, je vous partage un outil qui a été créé par Marshall Rosenberg, qui est la communication non violente. Alors peut-être que vous connaissez déjà cet outil, mais je vais le détailler pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que ce qui va être important en couple, en famille, avec son boss, avec ses collègues, avec ses frères et sœurs, avec ses parents, avec tout le monde, c'est de savoir exprimer son émotion. Comme on a compris qu'on ne va pas accuser l'autre de son émotion, c'est important de savoir comment en fait l'exprimer. Et donc ça aussi, je trouve que c'est assez important de connaître cet outil qui permet vraiment de calmer le jeu tout de suite. Donc la première chose, c'est on observe. Alors moi, j'anime des ateliers avec les enfants, donc du coup, je fais les gestes aussi, parce que comme ça, on retient plus. Donc j'observe, qu'est-ce que j'ai vu avec mes yeux? J'ai vu que tu avais laissé tes affaires traîner et je me suis mise à crier, ou voilà, ou en tout cas, voilà, j'ai vu qu'il y avait tes affaires, on va pas dire les affaires traînées, on va dire, j'ai vu tes affaires, j'ai vu des chaussettes sur le
canapé. Voilà. On énonce les faits sans jugement. J'ai vu. Ensuite, on voit pas très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ressenti? Voilà. Quand je vois ta chaussette sur le canapé, je ressens vraiment une grosse colère. Voilà. Je ne me sens pas respectée. J'ai l'impression que c'est à moi de ramasser cette chaussette. Et ça m'ajoute une charge. Et donc, ça, c'est qu'est-ce que je ressens? De quoi j'ai besoin, du coup? Le besoin, c'est dans le ventre. C'est vraiment la partie un peu viscérale, quoi. De quoi ai-je besoin? Donc, là, on revient à nos besoins initiaux. Donc, de quoi ai-je besoin? Voilà, j'ai besoin que tu ranges tes affaires plus régulièrement parce que j'ai besoin d'avoir un espace propre à la maison. C'est important pour moi, etc. Donc, c'est quoi mon besoin? J'ai besoin de me sentir respectée, j'ai besoin de... Voilà, on reprend les besoins et on peut creuser, hein, parce que parfois, un besoin en cache un autre. Bon. Et même un sentiment en cache un autre, hein, parce que derrière ce côté, j'ai besoin être énervé parce que ça traîne. Est-ce qu'il n'y a pas une peur du jugement des autres si jamais quelqu'un rentre, vient à l'improviste chez nous et voit les affaires? En fait, est-ce qu'ils vont dire qu'on vit dans un bordel permanent et que du coup, on est des personnes sales? Enfin bon, bref, il y a pas mal On peut vraiment tirer le fil, hein, ça va très très loin, hein, toutes nos croyances, hein, puisque ça remonte à des années et des années. Bon, et donc après, on formule une demande. Je te demande, est-ce que tu peux récupérer les affaires qu'il y a sur le canapé, s'il te plaît? Voilà. Ça va remplir mon besoin de sécurité, là, de respect. Voilà. On exprime la demande sans exiger. Alors, attends, parce que Mathieu, qu'est-ce que tu dis? Alors, je trouve que la difficulté, c'est toujours pour la personne qui est en face d'accepter que l'observation induit ce sentiment. Alors, exactement, mais là encore, c'est son problème. En fait, si ça génère voilà, s'il se sent accusé, eh ben, c'est très intéressant aussi. Voilà. Si vous, vraiment, vous avez déchargé toute accusation et simplement vous exprimez comment vous êtes senti par rapport à ce fait, normalement, voilà, personne ne doit se sentir accusé. En revanche, effectivement, ça arrive souvent dans la réalité que des personnes qui ne sont pas forcément au courant de comment gérer ses émotions, etc., ne soient pas forcément à l'aise d'entendre votre émotion. Et c'est OK. Et moi, j'ai fait l'expérience avec, voilà, avec pas mal de personnes. Et du coup, je pense que c'est bien de savoir s'arrêter. Parfois, si on voit que la personne réagit mal par rapport voilà, ce qu'on a exprimé, on commence à jouer le rôle un petit peu de, je ne sais pas si vous connaissez, là, le victime, bourreau, sauveur. Et donc, au lieu de juste d'être neutre et d'exprimer son émotion, en fait, là, on commence à jouer le rôle du bourreau, en fait. De continuer à s'acharner. Non, mais si, j'ai ressenti de la colère quand je vois ta chaussette. Donc, non, on arrête. Et en revanche, on revient initialement, personnellement, on est responsable du coup de son émotion et du coup, pourquoi j'ai ce besoin en fait? D'où est-ce qu'il vient ce besoin et comment je peux le combler moi-même, sans attendre potentiellement quelque chose de l'autre. Si l'autre ne veut pas entendre, hein, je veux dire. Et donc, et même de manière générale, je pense que c'est important de se poser ces questions-là pour pouvoir combler son besoin personnellement. Et donc, par exemple, plus vous réussirez à lâcher et à vous dire, bon, ok, je choisis de ramasser sa chaussette, comme ça, je rends service à mon enfant, voilà. Plus finalement, la pression par rapport à ranger sa chaussette diminue, plus finalement, autour, la pression aussi diminue, et plus, en fait, l'enfant, là, dans mon exemple, va avoir envie, lui aussi, de manière naturelle, de ranger. Faites l'expérience, ça marche vraiment, en fait. Donc, parce que souvent, on est en confrontation, en fait. Moi, j'ai raison, mais non, c'est moi qui ai raison. Et voilà, donc, en fait, de lâcher vraiment en se disant, OK, moi, je vais combler mon besoin. Si j'ai besoin que ce soit bien rangé, je vais ramasser moi-même. Plus, en fait, tout le monde va s'y mettre parce qu'il y a moins de pression inconsciente. Voilà. Donc, je vous propose aussi un autre outil, qui est un autre outil plutôt... un très bel outil, je trouve, qui est le Ho'oponopono.
qui est un outil qui est un rituel de pardon et de réconciliation envers soi-même et les autres. Donc, en fait, vous pouvez l'utiliser aussi pour vous-même, en fait. Voilà. Et c'est ça que je trouve assez important parce que parfois, quand on a eu un mot un peu de trop ou voilà, qu'on s'est laissé emporter par son émotion. Après, qu'est-ce qui vient juste après? La culpabilité. Bah là, on est bien chargé, donc c'est super. Et là, de faire ce petit rituel Ho'oponopono, ça permet vraiment de décharger cette culpabilité, de ramener de la douceur, juste de se dire qu'on est des êtres humains, on apprend, je suis un humain, je suis en apprentissage sur cette planète et demain, j'aurai tiré les apprentissages de cette expérience. Voilà. Donc, vous pouvez vous dire désolé à vous-même. Alors là, j'ai pris un exemple sur Internet, hein, mais c'était pour vous montrer l'outil, comment il s'utilise, sachant que du coup, il vient de Hawaï, c'était vraiment une tradition orale. C'est qu'en 76 qu'il a été propagé. Et elle s'est appuyée sur plusieurs principes qui rejoignent un petit peu ce que je vous ai dit avant, que la réalité physique est une création de nos pensées. Donc, tout ce que vous vivez, voyez, etc., c'est voilà, en rapport avec ce que vous pensez, avec voilà, votre façon de voir, votre perception de la vie. Une pensée de ressentiment et de colère va créer une réalité de ressentiment et de colère. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais c'est vrai que quand on vit de la rancœur et de la colère, etc., en fait, on a l'impression qu'autour de nous, tout le monde est en colère. Et on croise que des gens en colère. Alors que si on est pumped up, tout le monde le monde est beau, il est rose, en fait, on va croiser que des gens tout contents et souriants. Et bizarrement, tout le monde sourit d'un coup. Donc, c'est assez drôle de remarquer ça. Donc, nous sommes responsables à 100% de notre réalité. Donc, encore ce principe de responsabilité. Tout est à l'intérieur, rien n'est à l'extérieur. Et la paix commence à l'intérieur de soi. Donc là encore, on revient sur le principe que tout part de vous et c'est vraiment à partir de vous-même, à l'intérieur de vous-même que ça commence. Donc déjà, on se dit désolé, voilà, hein, désolé d'avoir encore une fois crié ou voilà, dit ce genre de choses. Voilà, je suis désolée. Je me pardonne d'avoir laissé l'émotion m'emporter, d'avoir laissé l'émotion prendre le contrôle du corps. Merci pour cette expérience qui m'apprend énormément et je t'aime, donc je m'aime. Je t'aime, alors vous pouvez aussi vous dire je t'aime, voilà, soit vous parlez à votre ego, soit vous dites à vous-même, voilà. Et puisque bah, s'aimer, en fait, voilà, vous apporter de l'amour et de la douceur, ça va vraiment vous guérir, en fait. Voilà. Et vous permettre d'avancer, sans rancœur envers vous-même, sans rancœur envers quelqu'un. Voilà. Et ça permet vraiment d'accéder au pardon, d'apporter voilà, la gratitude et de l'amour. Voilà pour ce magnifique outil que je vous recommande vraiment. Vous pouvez l'utiliser en journaling voilà, quand vous avez besoin. Est-ce que c'est bon pour le Ho'oponopono? Ouais. Ok, super. Génial. Alors là, je vous ai mis plein d'autres exercices que j'ai personnellement beaucoup utilisés, en plus des 2 autres outils que j'utilise tout le temps. D'autres types d'exercices un peu plus pratico-pratiques. Donc, un que j'aime beaucoup, que j'avais trouvé dans un livre et que j'ai expérimenté moi et que j'expérimente beaucoup avec les enfants aussi, c'est personnifier et discuter avec son émotion. Donc, en gros, ça permet de la sortir de soi. Donc, si par exemple, moi, avec les enfants, je parle de Madame Colère, Madame Tristesse, Madame Peur qui vient te voir, etc. Mais bon, du coup, c'est le même principe pour nous. Si Madame Colère vient nous voir un peu trop souvent, à votre goût, vous pouvez l'inviter à boire un café, à prendre un thé chez vous, mais vraiment, prenez un petit temps dans votre planning pour le faire. Ça, voilà, 30 minutes, c'est bien. Mais faites vraiment comme si vous invitiez une amie chez vous. Donc, vous ouvrez la porte, vous dites ah, Madame Colère, ok, tu viens et tout. Je sais que ça peut paraître un peu saugrenu, mais en fait, ça marche vraiment bien parce que ça la sort vraiment de vous.
Vous la voyez à l'extérieur de vous. Donc déjà, il y a une étape qui est franchie incroyable. C'est que déjà, vous arrêtez de vous identifier et ça arrête de vous plomber, en fait. Voilà. Et donc, vous lui servez vraiment une tasse, hein. Vous faites vraiment comme si vous étiez avec une amie invisible, voilà, qui est là et tout. Vous pouvez lui dire tout ce que vous avez. Voilà. Bon, tu me saoules, franchement, tu viens un petit peu trop souvent. Après, vous pouvez utiliser la communication non violente, hein. J'ai vu que tu étais venu là déjà, voilà, voilà ce que j'ai ressenti et tout. Voilà. Mais vous pouvez quand même lui dire tout ce que vous avez sur le cœur. Et ensuite, vous pouvez aussi essayer de faire l'exercice d'écouter ce qu'elle a à dire. Et quel est son message à elle? Pourquoi elle est venue, en fait? Pourquoi à ce moment-là, elle vient? Voilà. Vous avez le droit de pleurer, de crier, enfin voilà, surtout lâchez tout, quoi. C'est le moment où il faut la sortir. Et vous pouvez aller la raccompagner à la porte quand vous avez fini et vider la tasse. Voilà. Si vous avez bu votre tasse de café, vous videz l'autre. Voilà, donc ça, c'est un exercice assez sympa à faire que vous pouvez plus ou moins moduler, hein, en fonction de votre temps, etc. Se demander aussi si l'émotion vous appartient, parce que moi, je me suis formée au design humain, qui est un outil de connaissance de soi. Et clairement, dans le design humain, on peut voir si vous êtes quelqu'un qui absorbe vraiment les émotions des autres ou si les émotions que vous vivez sont les vôtres. Et donc, quand même, parfois, du coup, vous pouvez être quelqu'un qui absorbe, qui est vraiment une éponge, qui absorbe vraiment les émotions des autres autour de vous dans une pièce. Donc, vous pouvez vous poser aussi la question, est-ce qu'elle m'appartient? Et ça, c'est un outil qui s'appelle Access Consciousness. Il dit que tout ce qui est la vérité, ça va être léger dans votre corps. Et tout ce qui va être lourd, c'est que c'est un mensonge. Enfin, voilà, c'est pas la vérité. Donc, est-ce que cette émotion, elle m'appartient? Vous pouvez poser la question et entendre oui, non. Bah oui, non. Et si oui, c'est lourd, c'est que la réponse est non, et inversement, en fait. Voilà. Donc, la vérité est toujours légère. C'est ce qui est dit. Donc, c'est léger dans votre corps, quoi, hein. Voilà, si vous dites, bah non, c'est pas à moi, comment vous vous sentez? Vous pouvez aussi écrire à la personne source de cette émotion. Je vous conseille, si c'est le cas, de ne pas l'envoyer et de piétiner la lettre et de la brûler. La brûler parce que comme ça, voilà, c'est derrière vous aussi, c'est pareil. Bon, d'ailleurs, il y a un autre exercice que je n'ai pas écrit là qui s'appelle les bonhommes allumettes. Vous pouvez vous noter, vous regarderez sur Internet, qui permet aussi de faire ça, les bonhommes allumettes. Et c'est pas mal pour aussi couper les liens un peu toxiques qui nous lient avec des personnes. Voilà. Et bah, sinon, après, je vous ai dit, voilà, quand elle arrive, vous pouvez crier dans un coussin, taper dans un coussin, casser des assiettes s'il y en a qui sont déjà cassées chez vous. Bon, moi, personnellement, je n'utilise pas ça parce qu'après, ranger me demanderait trop d'énergie, mais bon. Déchirer des vieux chiffons, voilà, remettre en ordre, ouvrir la fenêtre et respirer. Voilà. Voilà quelques petites astuces par rapport à vos émotions. Donc là, je vous ai mis un petit mantra que vous pouvez vous répéter si vous traversez une phase d'émotion un petit peu voilà, confuse. Voilà, j'accepte toutes mes émotions, je sais que j'ai le pouvoir de les maîtriser en acceptant ma responsabilité, et si cela s'y prête, en les exprimant à la personne concernée. Voilà. J'accepte de cette émotion, de ressentir cette émotion, je l'accueille telle une amie. Alors, totalement. Alors justement, on va revenir au corps, ouais. Mais si, c'est voilà, justement. Donc j'ai exactement crier, courir, ça permet de décharger, hein. Donc c'est très bien, effectivement, c'est génial. Il faut vraiment pas hésiter. Si vous sentez que voilà, ça, et c'est pour ça qu'en fait, inconsciemment, beaucoup de personnes stressées vont avoir besoin du sport, hein, de faire du sport pour décharger en fait cette énergie-là. Alors aussi dans le design humain, on peut aussi absorber l'énergie des autres. Enfin, on peut absorber beaucoup de choses de l'extérieur, donc on a souvent besoin de l'évacuer quoi qu'il arrive. Mais bon, enfin, il n'y a pas que les émotions qu'on peut absorber, c'est ce que je veux dire. Mais donc du coup, voilà, souvent quand on a besoin de passer par le corps, effectivement, pour voilà, déjà enlever une première couche. Et donc justement, ça c'est vraiment quelque chose que je vous invite vraiment à intégrer au maximum dans votre quotidien,
c'est des exercices de respiration, quels qu'ils soient. Donc là, je vous ai mis la cohérence cardiaque, je vais la détailler un peu, mais la respiration, c'est vraiment hyper important. C'est le souffle de vie, c'est l'air qu'on va mettre à l'intérieur de notre corps, mais c'est aussi les intentions qu'on va mettre à l'intérieur de nous. Et en soufflant, c'est tout ce qu'on ne veut plus à l'intérieur de nous. Okay, donc, si par exemple, vous avez besoin de paix, vous pouvez inspirer la paix pour mettre plein de paix à l'intérieur de vous. Et vous soufflez la colère, vous soufflez voilà, avec le souffle, en fait. Et ça, c'est vraiment hyper efficace parce que vous pouvez le faire juste avant une réunion, même pendant une réunion. En fait, vous pouvez le faire dans le métro, en fait, à plein de moments de la journée. Donc, vraiment, la respiration, c'est hyper important. Si vous faites du yoga, il y a beaucoup d'exercices de respiration qui s'appellent le pranayama et tout. Et c'est pour cette raison, en fait. Donc là, je vous parle de la cohérence cardiaque. C'est le premier, je regarde de l'heure. Ah oui, bon, il est 30, j'espère que vous avez encore quelques petites minutes, c'est bientôt fini. La cohérence cardiaque, c'est un outil que j'ai testé il y a quelques années maintenant avec l'hypnose. Donc, pour se mettre en auto-hypnose, elle me faisait faire la cohérence cardiaque. Et en fait, c'est vraiment de faire 6 respirations par minute. Donc, vous comptez sur 5 secondes. 5 secondes pour inspirer, 5 secondes pour expirer. Voilà. Et en fait, bon, vous pourrez regarder si ça vous amuse d'essayer pour voir ce que ça vous fait. Et à chaque fois, revenez effectivement dans votre corps, dans vos sensations, qu'est-ce que vous ressentez avant et après. Voilà. Avoir fait ça, il y a plein d'applis qui vous disent quand inspirer, quand expirer. Voilà, ça aide beaucoup. Et voilà, vous pouvez aussi expirer plus longtemps. Si par exemple, vous avez vraiment un stress énorme là, à un moment, là, avant une présentation, avant une grosse réunion, etc., si vous soufflez expirez le plus longtemps possible, ça décharge. Voilà. D'accord? Parce que vous avez compris que vous pouvez inspirer voilà, le calme, la paix, la joie, voilà, l'allégresse, l'enthousiasme, etc. Et vous expirez tout ce que vous voulez plus, tout ce que vous voulez voir éloigner, vous rendez à la terre tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et donc là, la méthode qui a été mise au point par David O'Hare, c'est de faire 3 fois par jour, matin, midi et soir, ces respirations pendant 5 minutes. Donc, il dit de le faire tous les jours, quoi, grosso modo, hein. pour ne plus être stressé. Donc, voilà, mais donc je ne le fais pas tous les jours, clairement, mais déjà prendre conscience de son souffle sans faire 5 minutes, les 6 respirations, etc. Déjà, à un moment donné où vous vous sentez perdu dans vos pensées, submergé par les émotions, déjà, si vous revenez dans le souffle, voilà. Vous revenez dans le souffle et vous pouvez aussi respirer de vos pieds à la tête. Voyez? Comme ça vous permet de revenir dans votre corps. Là, vous sentez vos pieds qui touchent le sol, etc. Voilà, ça permet de vous réancrer. Si vous êtes trop dans vos pensées, etc., hop, on se réancre et tout. Il y avait une thérapeute que je voyais qui me disait « Reviens dans tes fesses ». Voilà. Donc, ça permet de revenir dans le corps. Donc, vous voyez, je ne vous ai pas vraiment beaucoup parlé du stress parce que, en fait, c'est très lié aux émotions. Et en fait, pour moi, le stress, c'est l'instinct de survie qui est en permanence, l'instinct de survie de l'ego, qui est en permanence mis en alerte. OK? Donc, une chose à faire par rapport à ce système de stress et donc de survie, c'est que vous pouvez, en fait, vous-même le rassurer. Écoute, je sens que là, tu es en train de partir en vrille, là. Tu as peur, mais il n'y a pas de tigre. Tout va bien. Ce n'est qu'une réunion. Donc, on va respirer, tu vas voir, on va remettre le calme et tout va bien se passer. C'est vraiment une pratique, hein, voilà, faut s'habituer à se parler un peu de cette façon, à parler au stress, en fait, à parler à son ego, à parler à son instinct de survie et tout. Voilà. Alors, du coup, j'ai pas vraiment vu, est-ce que ah oui, Respirelax, voilà, exactement, ouais. Respirelax, c'est celle que j'ai aussi. Ah oui, non, j'en ai une autre parce que Respirelax, elle faisait pas de bruit et moi, je voulais la faire, en fermant les yeux et du coup, moi, j'ai cohérence cardiaque, tout simplement, voilà. Avec une photo de plage, elle fait le bruit des vagues et tout, c'est simple. Voilà, voilà. Ah, elle fait maintenant. Bon, bah, OK, elle fait maintenant, pardon, c'était une ancienne version peut-être que j'avais alors à l'époque. OK, ah ouais, très bien. Alors, en conclusion, voilà, on y arrive.
S'observer et se connaître, c'est la clé pour s'aimer. Donc, s'observer sans se juger, ça permet de regarder de façon détachée la scène qui se déroule sous nos yeux. Et comme vous avez compris que vous êtes bien plus qu'un corps maintenant, après toute cette explication, en fait, vous avez cette capacité-là à regarder, sans rentrer dans le jeu de « oh là là, quelle horreur et tout », de regarder, d'observer ses pensées qui sont là en boucle, d'observer « ah bah tiens, la colère qui arrive là, mais tiens, mais pourquoi ?» Et en fait, de vous positionner dans l'observateur, c'est assez magique. Alors ici, je ne vous ai pas du tout parlé du moment présent, qui est vraiment un outil aussi pour calmer l'instinct de survie et le stress, hein. Vraiment, si vous revenez ici et maintenant, grâce à la respiration, déjà, ça va vous faire venir dans l'instant présent. Mais voilà, hein, l'instant présent, est-ce que je vais me faire bouffer? Non, c'est bon, tout va bien. Donc, écouter ses pensées, ses croyances et se demander, est-ce que je suis en accord avec cette pensée? Est-ce que cette croyance me sert pour aller vers mon plus haut potentiel ou pas? OK? Donc, se poser ces questions, voilà, c'est vraiment essentiel pour aussi faire le tri. Même si on accueille chacune de ces pensées parce qu'elles ont toutes leur raison d'être, voilà. C'est important de parfois faire le tri, quoi, se dire, bon, attends, laquelle je vais vraiment donner mon impulsion, mon énergie, mon action? Laquelle? Voilà. Et ensuite, un dernier point, que c'est vrai que la connaissance de soi, de comment on fonctionne, de quelle façon on absorbe les émotions des autres ou l'énergie des autres, comment on interagit avec les autres, pour moi, c'est vraiment hyper important. Et ça passe vraiment beaucoup par l'observation. En vous observant, vous allez de plus en plus vous connaître, savoir ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui vous déclenche, pourquoi, que ci, que ça. Donc, voilà. Après, voilà, moi, j'ai découvert le design humain qui m'a vraiment beaucoup aidée. Donc, je m'y suis formée dernièrement. Donc, si ça vous intéresse de poursuivre la connaissance de soi, vous pouvez me contacter. Et je serai ravie de rentrer plus en détail dans le design humain, qui est vraiment un outil euh, qui va cheminer avec vous, en fait, hein. Tout au long de votre vie, ça va être vraiment comme votre mode d'emploi, et après, vous pouvez expérimenter avec. Mais moi, personnellement, ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'observais beaucoup de choses sans vraiment les comprendre, et avec le design humain, j'ai compris des choses, en fait, voilà. Et typiquement, moi, je suis très… mon stress à moi, il va, par exemple, se matérialiser par envie de faire tout vite, vite, vite. Voilà. Vite, 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 j'ai une to-do list, vite, 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 il faut que je fasse ça vite pour m'en débarrasser. Sauf que la to-do list, elle est infinie, en fait. Une fois qu'on a fini quelque chose, en fait, il y a encore plein d'autres trucs qui arrivent. Donc, finalement, je me disais, attends, je vais finir ça vite pour m'en débarrasser. Comme ça, enfin, je pourrais prendre le temps de lire ou de prendre soin de moi ou d'aller au yoga ou de faire du sport ou que sais-je, voilà. Mais en fait, bah, quand j'avais fini potentiellement ma to-do list à la fin de la journée, en fait, j'étais crevée. Je n'avais plus aucune force pour prendre soin de moi. Donc, voilà, le design humain m'a aidé à comprendre pourquoi j'avais déjà ce mécanisme-là, et pourquoi je l'avais, du coup, comment choisir les bons outils pour me préserver de cette pression-là que je me mets toute seule, hein, clairement. Et donc, pour finir vraiment et clôturer cet espace, que je vous remercie infiniment déjà pour votre écoute, voilà, votre attention, que j'ai vue vraiment intense. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et je voulais vous partager avec vous un autre outil d'Access Consciousness pour passer aux questions s'il y en a, si vous avez encore un peu de temps. Mais donc, c'est la Access Consciousness, c'est un outil américain. Et en fait, il dit que ce qui est hyper important dans la vie, c'est toujours de poser des questions, de jamais rien affirmer et de se bloquer, parce que sinon, on bloque des potentialités, des possibilités dans sa vie. Et donc, du coup, j'aime beaucoup ces questions qu'il pose régulièrement. En fait, enfin, lui, visiblement, dans son livre, en tout cas, il disait qu'il l'utilisait souvent. Et franchement, pour l'avoir expérimenté, c'est assez marrant de faire le journaling en même temps que poser ces questions et de voir ce qui arrive. Et donc, les deux questions qu'il pose, parmi d'autres, parce qu'il y en a plein, c'est quoi d'autre est possible? Et comment ça devient encore mieux que ça? Pour ouvrir le champ des possibles vers quelque chose d'encore mieux. Voilà.
Donc, je vais vous laisser sur ce, mais est-ce que vous avez du coup des questions rapidement, parce que je sais qu'il est 38 là maintenant. Donc,